Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au MH370. Alors dans cette vidéo, je vais réagir à la vidéo, au documentaire en 2 épisodes qui est paru hier sur RMC Story. Alors ma première impression, c'est que on a enfin affaire à un documentaire objectif, loin de tout débat passionné ou de parti pris. On a vraiment, pour une fois, un journaliste qui a fait un travail objectif, qui a été interviewé, que ce soit des personnes allant de Florence de Changy jusqu'à des experts du sujet. Je présenterai ces différents experts. En tout cas, on a des personnes qui permettent d'avoir un débat sérieux et de même démonter certaines théories et certaines pistes. Alors bien sûr, ce documentaire ne va pas satisfaire certaines personnes qui pensent que cet avion a été abattu, que c'est un complot. Ça, forcément, ces personnes-là ne seront pas convaincues pour autant. Néanmoins, on a affaire à des personnes qui ont bien travaillé sur le sujet, qui connaissent le sujet. Donc, c'est un documentaire qui, pour moi, c'est un peu une référence. Même s'il y a certains éléments que je vais un petit peu corriger dessus, c'est difficile dans un documentaire de parler de tout. Et surtout des aspects les plus techniques. Or, dans cette affaire, si on ne se lance pas dans la partie technique, on ne peut pas comprendre certains aspects de cette affaire. Donc, je vais aborder plusieurs thèmes qui ont été vus dans ce documentaire et vous donner un petit peu certaines informations supplémentaires, mais également certaines corrections parfois. Alors, on va commencer par présenter un peu les différents intervenants. On en a plusieurs qui sont intéressants, dont certains qu'on n'avait jamais vus justement dans des documentaires. Je prends le cas tout d'abord de Don Thompson, qui est un membre de l'Independent Group. Alors malheureusement, je n'ai pas de photo de lui. C'est quelqu'un qui est toujours resté relativement discret. On le voyait assez peu intervenir dans les médias, donc c'est une bonne chose de le voir sur un documentaire ici. C'est quelqu'un qui a fait partie de ce groupe, l'Independent Group, on va en parler un petit peu plus tard, qui a fait un travail remarquable à décortiquer toutes les données, notamment les données satellites. Voilà. Ensuite, on a Jeff Wise, qui est un journaliste américain, qui lui aussi était membre de l'Independent Group au départ, mais qui a depuis pris un peu plus de liberté avec l'Independent Group. Il a un peu vrillé dans certaines directions, à certains moments un peu complotiste, et là, étonnamment, dans le documentaire, il apparaît beaucoup plus mesuré, ce qui est assez étonnant. En tout cas, il a pas mal de théories, il s'est souvent trompé, alors c'était pas un reproche, mais voilà, il a quand même des interventions qui sont intéressantes dans ce documentaire. Ensuite, on a Patrick Blely, commandant de bord à la retraite. J'ai déjà parlé de lui, notamment de son ouvrage qui est sorti il y a moins d'1 an. C'est quelqu'un avec qui j'ai récemment beaucoup travaillé et avec qui je me rejoins beaucoup, enfin on se rejoint beaucoup sur les théories concernant cette affaire, mais pas seulement, hein, on a vraiment une vision qui est très similaire. Ensuite, on a Jean-Luc Marchand, qui est quelqu'un avec qui je suis aussi en contact depuis pas très longtemps, qui a travaillé en étroite collaboration avec Patrick Blely pour étudier la trajectoire que Patrick proposait. C'est quelqu'un qui est très calé sur les données satellites et les interventions qu'il a dans ce documentaire sont très pertinentes, très mesurées, prudentes. En tout cas, moi j'aime beaucoup la vision de cette personne, de cette affaire, qui est très pragmatique. Voilà. Ensuite, on a Argyris Kamoulakos, qui est un grec qui fait partie de l'équipe Capsio, comme Jean-Luc Marchand. Voilà, et qui a fait un travail remarquable sur la possibilité d'amérissage du MH370 et notamment l'étude du flaperon. Alors on n'en parle pas assez de son étude sur le flaperon dans ce documentaire. Il a fait un boulot énorme qui confirme ce que je disais dès mon premier ouvrage, à savoir que ce flaperon, il a tout un tas d'éléments qui permettent de supposer un amérissage. Autre intervenant, Jean-Paul Troadec, qui est ancien directeur du BEA. Il était notamment le directeur du BEA au moment de l'accident de l'Air France 447. Ces interventions se cantonnent surtout sur la partie communication des autorités malaisiennes, mais également les recherches en mer. Et elles sont prudentes, elles sont factuelles. Bref, c'est exactement
le discours que j'apprécie sur cette affaire. Autre personne, Hugh Dunleavy, qui était directeur commercial de la Malaysian Airlines au moment de la disparition de l'avion, donc il nous apporte un point de vue interne de cette affaire, qui de mon point de vue ne m'apprend pas forcément grand chose, hein, mais voilà, il y a parfois des interventions et des remarques qui sont intéressantes. Et la dernière personne, la journaliste française Florence de Changy, notamment pour sa théorie, on va en parler également dans cette vidéo. Alors je vais commencer à parler tout d'abord du demi-tour, puisque la première partie du documentaire est très factuelle et montre pas à pas ce qui s'est passé dans les premiers jours de la disparition. Et je me félicite de voir enfin arriver en public des déclarations affirmant que les Malaisiens n'ont pas caché le demi-tour de l'avion pendant 5 jours, comme Florence de Changy le dit, mais également Guylain Watrelot, et d'apporter des preuves, ce que j'ai mis déjà sur mon site internet avec les conférences de presse. Et là, on montre clairement la conférence de presse du 9 mars 2014, c'est-à-dire du lendemain de la disparition, et où on voit clairement que les Malaisiens parlent déjà de ce demi-tour. C'est un thème sur lequel je me bats depuis 1 an pour contredire ce que dit Florence de Changy dans son livre. Et là, je vois enfin un journaliste qui montre que les Malaisiens n'ont pas caché ça. Voilà, donc ça c'est déjà un bon point. Je me suis battu pour que ça puisse se savoir, et ça finit enfin par être diffusé publiquement, en plus de ce que je peux dire sur ma chaîne YouTube qui n'a pas forcément une visibilité globale. Voilà. Sur ce demi-tour, il y a pas mal de choses qui sont dites, hein, notamment par Florence de Changy, qui elle note des incohérences dans les données radar. Alors oui, il y a des incohérences dans les données radar. Alors, j'aimerais préciser quelque chose là-dessus. D'où viennent cette affirmation sur des incohérences des données radar? Eh bien, je vais être franc, ça vient de moi. Ça vient de moi, pourquoi? À l'époque, quand j'ai rencontré Guylain Watrelot pour la première fois, on avait le rapport factuel et j'avais noté des incohérences radar et notamment des vitesses, et ça Florence de Changy en parle dans le documentaire, des vitesses qui sont incompatibles avec un Boeing 777. C'est vrai. C'est moi qui ai transmis cette information à Guylain Watrelot. Mais à aucun moment, je n'ai supposé ce qu'elle suppose. C'est-à-dire que j'ai très bien dit, il y a une incohérence sur ces données de vitesse, mais il faut que cela soit corroboré par d'autres éléments et d'autres radars. Et c'est ce qui n'a pas été fait dans l'immédiat. Ensuite, les données ont été corrigées avec certaines données d'autres radars, et on a aujourd'hui des vitesses qui sont certes toujours incompatibles avec un Boeing 777 qui vole au niveau 350. Néanmoins, j'avais prouvé dans mon ouvrage, dès le premier ouvrage, que si on descendait l'avion du niveau 350 vers le niveau 300, eh bien la vitesse était dans les marges et que ça pouvait expliquer que l'avion ait pu accélérer au-delà de son domaine de vol. Mais en restant au niveau 300, l'avion serait resté dans son domaine de vol. Et c'est une information qui a été confirmée par un pilote de ligne professionnel, à savoir Patrick Bléhy, dans son ouvrage. Donc, cette information sur les données radar, elle vient au départ de moi, mais l'interprétation qui a été faite par Guylain Watrelot et par Florence de Changy est incorrecte. J'ai toujours dit qu'il fallait s'assurer de la qualité des données radar, ce qui n'était pas le cas. Et c'est ce que dit également Jean-Luc Marchand dans ce documentaire, en disant que il faut s'interroger sur la qualité des données radar. Un radar, ça n'est pas parfait. Il y a parfois des incohérences, il y a parfois des problèmes de calibration. Et donc c'est tout à fait explicable, c'est ce que dit Jean-Luc Marchand, et je suis à 100% d'accord avec ce qu'il dit. Donc la survitesse qui est notée, elle peut s'expliquer parfaitement par un changement d'altitude de l'avion. Là je vous renvoie vers mon ouvrage, mais également vers celui de Patrick Bléhy, pour vous expliquer plus en détail d'un aspect plus technique pour ceux qui ça intéresse. Un élément qui est dit également par Florence de Chanzy, il est dit que les radars civils n'ont pas vu l'avion. C'est totalement faux. Les radars malaisiens, on a les tracés radars des radars civils malaisiens depuis le premier rapport factuel qui a été publié 1 an après la disparition. On a ces tracés radars, ça vient de radars civils. Ce qui est vrai en revanche, c'est qu'on n'a pas de rapport des données radars indonésiens, mais également thaïlandais et vietnamiens.
Ça, en revanche, c'est exact. Autre thème abordé, c'est la communication des autorités malaisiennes qui a été très défaillante. Oui, c'est vrai, la communication a été défaillante, mais là-dessus, le documentaire apporte pas mal de lumière sur les raisons de cette confusion qui a pu régner dans les premiers jours. Alors cette confusion, elle est pour certaines personnes, dont Florence de Changy, interprétée comme une volonté de cacher la vérité. En fait, pas du tout. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'au début, oui, il y avait énormément de confusion. Toutefois, et là je vous renvoie vers toutes les vidéos que je suis en train de publier sur les conférences de presse lors des premiers jours de la disparition, il faut noter que les autorités malaisiennes ont été très cohérentes dans les premiers jours sur les informations qu'ils donnaient. Certes, ils sont restés parfois relativement vagues parce qu'ils attendaient que certaines informations viennent attendre d'être confirmées. Néanmoins, leur communication a été relativement transparente sur pas mal de points, contrairement à ce qu'on peut entendre dire. Oui, il y a eu de la confusion. La confusion, elle est née de quoi? Elle est née, comme c'est très bien dit dans le documentaire, des nombreuses infos et surinformations qui viennent des médias. Comme souvent dans ce genre d'affaires, quand on ne sait pas ce qui se passe, il y a beaucoup de gens sur Internet qui parlent, qui échafaudent des scénarios, des théories, et souvent des théories qui reposent sur rien, des témoignages qui ne sont absolument pas vérifiés qui apparaissent, ça je l'ai bien fait remonter sur le livre de Florence de Changy. Donc toutes ces informations arrivent aux autorités dans les conférences de presse et ils sont obligés de se justifier sur des informations dont ils n'ont aucune idée parfois de la source, ni même de la teneur des informations qui leur sont communiquées. Donc il faut bien se mettre à la place des autorités à l'époque, il est très difficile de commenter des informations dont ils n'ont aucune confirmation. Donc ça aussi, ça aide à entretenir une confusion dans ce qui se passe. On parle également du scandale du copilote qui a fait entrer quelques mois ou quelques années auparavant des jeunes filles dans le poste de pilotage, qui était interdit. On a fait toute une polémique là-dessus, sur un sujet qui était un non-sujet. Et là, forcément, ça accapare le côté médiatique. Et en fait, c'est les médias qui prennent le pas sur les informations officielles et sur des informations en fait, qui ne sont pas toujours corroborées, pas toujours vérifiées. Et c'est très difficile pour les autorités par rapport à ça. On a Jean-Paul Troidec qui parle également de cette confusion et je suis relativement d'accord avec lui. Le problème est que ce sont les autorités politiques, principalement, qui s'expriment sur le sujet. Il faut bien comprendre que dans ce genre d'affaires, quand on a des autorités politiques, on a affaire à des personnes qui ne maîtrisent pas le sujet aéronautique, qui sont plus dans une communication politique, qui sont habitués à une communication politique, mais absolument pas dans une communication de gestion de situation de crise comme on est là. C'est pour ça que dans ce genre d'affaires en France, le BEA a son propre organisme de communication pour pouvoir communiquer publiquement et maîtriser le flux d'informations de façon à recentrer souvent le débat sur des aspects techniques et factuels. Et ça, c'est un bon point que l'on a en France de gérer la communication de cette manière. Ça ne veut pas dire qu'elle est parfaite, néanmoins, ça veut dire que la gestion de l'information de crise, elle est déjà beaucoup mieux gérée que si on la laissait directement à des politiques. On parle pas mal de l'embarras des autorités malaisiennes, et notamment Jeff Wise en parle, et je suis tout à fait d'accord avec lui. Oui, les autorités malaisiennes se sont retrouvées très embarrassées par la situation, pour plusieurs raisons. D'une part parce qu'au début, ils n'avaient pas toutes les informations. Le fait d'être dans une situation où on a un avion qui fait demi-tour, on ne sait pas ce qui se passe, on n'a plus contact avec cet avion. Il faut bien comprendre que les autorités malaisiennes se retrouvent à avoir des questions dans les conférences de presse auxquelles ils sont incapables de répondre. Donc il faut bien comprendre ça. Là où je rejoins également Jeff Wise et pas mal de personnes là-dessus, c'est que je pense que la Malaisie n'a pas tout dit dans cette affaire et qu'il y a un embarras vis-à-vis de l'implication possible du commandant de bord. On va en parler un petit peu plus loin dans la vidéo. Mais je pense qu'il y a un embarras de la Malaisie sur ce sujet. Est-ce qu'ils ne veulent pas reconnaître que le commandant de bord aurait fait un tel acte? C'est possible, c'est en tout cas moi ce que je pense. Donc oui, je pense que la Malaisie n'a pas tout dit dans cette affaire, mais qu'on est très loin d'un complot à grande échelle comme certains le laissent penser.
Les données Inmarsat, alors ce que l'on note également, c'est que le documentaire parle que dans le rapport et l'intervention d'Inmarsat, il n'y a aucune trajectoire, on va dire, précise. Faut bien comprendre que ces données-là reposent sur énormément d'hypothèses également de vitesse, de trajectoire. Donc il faut vraiment les comprendre, ces données-là, pour savoir les interpréter. Moi-même, quand j'ai travaillé dessus, ça m'a demandé plusieurs mois pour les comprendre, pour comprendre notamment les limitations. Je vous renvoie vers mon ouvrage, puisque j'ai consacré 2 chapitres à ce sujet, de manière très technique, mais de façon à vous amener à comprendre pourquoi ça n'est pas si simple de définir une trajectoire de l'avion dans l'océan Indien à partir de ces données-là. Ça ne remet absolument pas en doute leur véracité, comme certains peuvent le dire. Le documentaire, toutefois, parle bien de César. L'explication qui est donnée, elle est très succincte, mais elle est relativement simple à comprendre. Et je trouve que pour le grand public, c'est très abordable. De comprendre pourquoi il y a 2 routes qui ont été initialement déterminées, à savoir une route vers le nord, une route vers le sud. Ça aussi, je l'explique dans mon ouvrage parce que c'est basé sur les BTO, c'est ce qui permet de déterminer ces fameux cercles. Alors le documentaire ne rentre pas dans ces détails de BTO, de BFO. Hein. Voilà. Ce que le documentaire ne précise pas, c'est comment les experts en sont arrivés à avoir la certitude que l'avion a volé vers le sud. On ne dit pas comment et à partir de quoi. Ça vient du BFO. Là encore, je vous renvoie vers mes vidéos que j'ai fait sur ma chaîne, où je l'explique précisément. Il y a une vidéo consacrée à ça, au BTO et BFO, pour comprendre comment ces paramètres sont utilisés pour pouvoir arriver à une telle conclusion. Pour moi, ce point-là, il est capital pour comprendre cette affaire. Les gens qui considèrent que ces données-là sont fausses parce que c'est soit trop compliqué, soit parce que c'est créé par une société anglaise à la botte des Américains, non, on oublie ce genre de débat. Ce qui est important, c'est d'aller se plonger dans ces données-là et de comprendre ces données. Sauf que les comprendre, c'est pas à la portée de tout le monde. C'est pour ça que j'ai essayé de faire ce travail de vulgarisation, que ce soit dans mon ouvrage, mais également dans les vidéos, pour que les gens comprennent. Après, si les gens n'ont pas envie de comprendre, c'est leur problème. Mais ces informations-là, elles sont crédibles, elles sont viables, elles sont toutefois insuffisantes pour déterminer avec précision la position où se situe l'avion en fin de trajectoire. Et ça, Jean-Luc Marchand l'explique très bien dans le documentaire, la mesure qu'il faut avoir dans ces données-là. Alors, la partie sur les recherches en mer est quand même également plutôt bien expliquée. On montre les différents moyens qui ont été utilisés, que ce soit pour détecter les boîtes noires, mais également pour ce qui est du mapping, donc de la cartographie des fonds marins pour essayer de retrouver l'épave. C'est quand même plutôt bien expliqué. Ce qu'il faut bien comprendre là-dessus, c'est pour ça que je reviens à nouveau sur ces données satellites, c'est que la zone de recherche, elle a été définie par rapport à énormément d'hypothèses, et que notamment une hypothèse principale qui est que personne à la fin n'a touché aux commandes. Mais qu'est-ce qu'on en sait? Je me bats depuis plusieurs années pour essayer de faire comprendre aux gens que la zone de recherche est basée sur cette hypothèse et qu'il faut peut-être revoir cette hypothèse. Et c'est l'hypothèse également de Patrick Blely. Donc cette zone de recherche, elle n'a rien donné pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas cherché au bon endroit, comme le dit très bien Jean-Paul Troidec. On n'a pas cherché au bon endroit. C'est facile à dire après coup, mais lorsque l'on est au moment des recherches, il est très difficile de savoir si cette zone de recherche, elle est vraiment viable. Elle est basée sur des éléments techniques qui sont quand même tangibles, mais la précision de cette zone, elle est toute relative. On n'a non pas une zone qui est un trait, comme le dit très bien Jean-Paul Troidec, mais qui est plutôt une zone en fait autour d'un arc de cercle, donc une zone qui est très très vaste. Et ça, faut bien que le public comprenne que ça n'est pas évident de scanner une zone là. Ce qui n'est pas précisé également dans le documentaire, et j'apporte une précision là-dessus, c'est que quand on a cherché les boîtes noires, on cherche dans une zone qui est immense, une boîte noire qui a une portée de détection estimée d'environ 3 km. C'est-à-dire, si la boîte noire est à 3000 mètres de fond, si vous passez à la verticale, à la surface, vous ne la capterez pas. C'est pour ça que Jean-Paul Troidec explique qu'il faut mettre des microphones que l'on remorque sur le fond marin pour essayer de la détecter.
Cette méthode, elle est très lente et ça ne permet pas de couvrir une zone relativement vaste en si peu de temps. Et c'est pour ça qu'on n'a pas trouvé ces fameuses boîtes noires, on ne les a pas détectées. La portée de détection des boîtes noires à l'époque est beaucoup trop limitée. Aujourd'hui, on a des boîtes noires qui sont équipées de balises qui ont une portée estimée d'environ 10 km, avec une précision qui est beaucoup moindre, certes, mais au moins on peut arriver à détecter une balise à environ 10 km. Ça, c'est lié à la fréquence d'émission de la balise sous-marine. Donc ça, c'est pas forcément précisé, je vous amène ces informations-là, mais je vous renvoie vers mon ouvrage où j'ai détaillé tout ça pour comprendre pourquoi on n'a pas trouvé ces fameuses balises. C'était déjà pour moi à l'époque, c'était une perte de temps parce que la zone était beaucoup trop imprécise. Et forcément, on ne les a pas trouvées. Alors, il y a un autre intervenant que je n'ai pas cité, c'est un océanographe qui intervient occasionnellement et qui a une expression que j'aime bien parce que c'est vraiment ce que je pense aussi. Il dit que pour aller chercher l'épave, il faut déjà trouver la botte de foin avant d'aller chercher l'aiguille dans la botte de foin. C'est aussi ce que je dis, c'est exactement ça. On ne sait pas où est la botte de foin. Donc pour aller chercher l'aiguille dans la botte de foin, c'est très compliqué. L'image correspond parfaitement à ce que l'on peut observer dans le cadre des recherches du MH370. Dans le documentaire, on aborde également la question du flaperon, et pour cause, c'est quand même la première pièce qu'on a récupérée de l'avion. Justement, Florence de Changy est interrogée là-dessus, et elle considère que c'est très peu probable, visiblement, que cette pièce ait flotté pendant tout ce temps dans l'océan Indien. Et que ça, forcément, c'est suspect. Il n'y a rien de suspect là-dedans. Faut bien s'imaginer que cette pièce-là, c'est une pièce qui est remplie de vide. Donc, dans ce vide qui est à l'intérieur de la pièce, ça participe à la flottabilité de cette pièce. Il est tout à fait normal qu'elle ait continué à flotter pendant plusieurs mois, pour ne pas dire même plus d'1 an. Donc il n'y a rien de surprenant à ça, il n'y a rien de suspect là-dedans également. Ce qui est également dit, c'est que les coquillages, il n'y a aucune ambiguïté. Quand on regarde l'analyse de l'âge des coquillages qui a été faite, et on a des rapports d'un institut spécialisé dans l'étude des coquillages français sur ce sujet, et ils n'ont pas permis de déterminer combien de temps le flaperon avait pu rester dans l'eau, pour la simple et bonne raison que les coquillages avaient atteint leur maturité et leur taille adulte, et que la taille adulte est atteinte avant des 15 mois justement où la pièce a flotté. Donc on ne pouvait pas déterminer combien de temps précisément, on sait seulement que la pièce a parfaitement pu flotter pendant 15 mois, c'est tout à fait normal, donc il ne faut pas y voir de suspicion là-dessus. Il y a également la plaque d'immatriculation de cette pièce qui est manquante, ce à quoi Florence de Changy s'interroge et que ça n'est pas normal, que c'est suspect. Non, il n'y a rien de suspect là-dedans. Ça se trouve, ce flaperon n'a peut-être jamais eu de plaque. Alors Patrick Blely indique qu'il est tout à fait possible que lors d'une maintenance, cette plaque ait été enlevée pour faire peut-être une réparation. Pourquoi pas? Je n'ai pas forcément d'avis sur le sujet, mais ce débat sur l'absence de plaque d'immatriculation du flaperon, pour moi c'est un non-débat. Il n'y a pas 36 000 flaperons qui ont fini dans l'océan Indien, ça faut vraiment en être conscient. Ce que toutefois le documentaire n'analyse pas suffisamment, après c'est pas un reproche, mais on ne peut pas tout aborder dans un documentaire d'une durée limitée, c'est qu'il y a d'autres indices sur ce flaperon, et notamment au niveau de ses dégâts, et là-dessus on a des rapports qui sont très détaillés de certains partis. Le rapport australien, il est certes très détaillé, mais il a une seule vision, à savoir que le flaperon a pu s'entrechoquer avec un volet qui était à côté et que la position des volets était en position rentrée et qu'il n'y a pas eu de manipulation des volets au moment de la fin du vol. Sauf que on peut voir cette analyse avec une vision très différente. C'est ce qu'a fait Larry Vance, c'est ce qu'a fait également Argyris Kamoulakos avec son excellent rapport sur le sujet. Là, je vous renvoie vraiment sur ce sujet qui est quand même en anglais, son rapport, mais qui est très complet. C'est également ce que j'avais dit dans la première version de mon ouvrage en 2017, si je ne me trompe, où je disais clairement qu'il faut s'intéresser sur la partie arrière du flaperon qui est manquante et qu'on ne peut expliquer ça le plus probablement par un contact avec l'eau
Et comment expliquer un contact avec l'eau de ce flaperon si ce n'est par une tentative d'amérissage, mais en aucun cas par un impact à grande vitesse avec personne aux commandes. Là, le documentaire, il ne se penche pas là-dessus, mais je vous renvoie vers mes vidéos, mais également mon ouvrage sur lequel j'explique également tout ça. Alors, le documentaire parle également de l'Independent Group. L'Independent Group, donc j'ai dit, c'est un groupe auquel appartenait Don Thompson, mais également Jeff Weiss. Alors, il y a d'autres personnes également, Victor Dianello, bref, des personnes qui sont relativement calées dans l'étude de données très techniques, ce sont pour certains des astrophysiciens. Donc on a des personnes qui savent manipuler les chiffres. Et notamment dans les données satellites, c'est des gens qui ont été creusés, qui ont fait des calculs, qui ont vérifié des trajectoires. Comme Jean-Luc Marchand, qui a également une très grande connaissance de ces données-là, parce que c'est un domaine qu'il maîtrise. Et j'aime bien ce que dit Jean-Luc Marchand à un moment. Il dit que si il y avait des coquilles et des falsifications dans ces données-là, ça se serait vu. Lui, c'est son avis, c'est ce qu'il pense. C'est ce que je pense aussi. Il y a une telle richesse technique dans ces données-là que s'il y avait vraiment des grosses incohérences, ça se serait vu. C'est en tout cas ma conviction. Certains disent oui mais non, ces données, si elles ont été créées, forcément on ne voit pas les incohérences. Non, non, il y a des incohérences, on les verrait, vraiment. Comme l'explique également Xavier Titelman dans une de ses vidéos, ça va même jusqu'à étudier la température du quartz qui est étudiée par rapport à la fréquence qui est envoyée par le système SATCOM de l'avion. Donc il y a une telle richesse, comme dit Xavier, et je suis totalement d'accord avec lui, il y a une telle richesse dans ces données-là que pour moi, concevoir que ces données-là ont été falsifiées, ça ne tient pas à la route. L'Independent Group a fait un énorme travail, ils ont vraiment poussé les enquêteurs à diffuser des informations beaucoup plus techniques, ce qui leur a permis d'aller vérifier des données. Il faut bien comprendre qu'au début, lorsque les autorités ont lâché certaines infos, l'Independent Group a réussi à retrouver des données qui n'avaient pas été communiquées publiquement et est allé encore plus loin. Là où je suis beaucoup plus dubitatif sur certains travaux de l'Independent Group, c'est sur plusieurs éléments. Tout d'abord, à la fin, on parle d'une vitesse de descente au niveau du 7e arc dans le documentaire qui est très élevée. Je ne suis pas du tout convaincu que cette information-là montre vraiment une vitesse de descente très élevée. Oui, elle peut le montrer à partir du moment où, comme j'explique dans mes vidéos, on connaît pertinemment la vitesse sol de l'avion ainsi que sa trajectoire, dans quelle direction il se dirige. Sauf qu'on ne connaît pas ces paramètres-là. Donc vu qu'on ne connaît pas ces paramètres-là, comment peut-on en déduire une vitesse de descente de l'avion à un endroit précis sur le 7e arc? Je ne suis pas du tout convaincu qu'on puisse aller aussi loin dans l'extrapolation des données satellites. Et c'est là qu'il faut être mesuré dans ce que l'on a. On a des données qui sont d'une vraie richesse, mais il ne faut pas aller non plus trop loin, parce qu'au bout d'un moment, on est dans des hypothèses. On est obligé de prendre des hypothèses pour ces calculs. Voilà. Autre chose où je ne suis pas forcément d'accord avec l'Independent Group, et on va parler dans la partie juste après, c'est qu'ils ont longtemps considéré qu'il n'y avait personne aux commandes, qui est la thèse officielle des autorités. Selon eux, personne n'a piloté l'avion à la fin. Et ça, moi, je me bats depuis plusieurs années pour dire, attention, on ne peut pas le dire. Rien ne nous permet d'affirmer qu'il n'y avait personne aux commandes à la fin. Et moi, je pense, et c'est le cas également de Patrick Blely, qu'il y a quelqu'un qui est aux commandes. Et Agiris Kamoulakos, s'il étudie cette piste d'un amérissage, c'est que lui aussi pense qu'il y a quelqu'un qui est aux commandes pour pouvoir expliquer certains dégâts du flaperon. Donc, ce que l'on dit là, qui est quelqu'un qui est potentiellement piloté l'avion et qui les fait amérir à la fin, ça repose non pas sur des théories, mais sur des analyses pragmatiques des éléments dont on dispose. Ce qui nous amène à parler de la zone de recherche de Ocean Infinity, qui a été fortement basée sur les recommandations de l'Independent Group. Une recommandation qui est, je l'ai dit, basée sur la théorie de personne aux commandes. Et cette théorie, il faut reconnaître qu'elle a fait flop, puisqu'ils n'ont rien trouvé. Et ça, dès que Ocean Infinity a continué à chercher le long du 7e arc, toujours en restant sur cette possibilité qu'il n'y avait personne aux commandes, alors c'est une zone qui leur a été définie, c'est pas eux qui l'ont choisi, eh bien j'ai dit dès le départ que pour moi on s'éloignait de la zone de recherche. Et la preuve,
on n'a rien trouvé. Ça ne veut pas forcément dire que j'ai raison, mais ça veut pas dire non plus que j'ai tort. Donc, moi je recommande avec Patrick Blély d'aller chercher dans une zone, et je vous renvoie vers une autre vidéo que j'ai faite là-dessus pour expliquer la zone de Patrick Blély. Nous on pense que l'avion a plané plus loin, et j'insiste là-dessus, il faut prendre cette hypothèse. On a tous les éléments dès le départ d'un détournement de l'avion par quelqu'un qui est aux commandes, qui pilote l'avion. Pourquoi on n'aurait pas un pilote à la fin? J'estime qu'il faut rester ouvert à cette possibilité-là. Ça n'a rien donné de chercher le long du 7e arc en considérant que l'avion n'a pas pu planer plus loin s'il n'y avait personne aux commandes. Pourquoi on ne peut pas étudier cette autre piste? La question de s'il s'agit d'une affaire d'État est pas mal abordée également dans le documentaire, notamment par Florence de Changy. Alors, pour moi, on n'est pas du tout dans un complot international comme elle laisse entendre. On est sur un problème qui est malaisien. C'est vraiment un problème qui concerne la Malaisie, notamment en termes d'embarras. Oui, je pense qu'il y a un embarras de la part des autorités malaisiennes sur ce point. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas tout dit, notamment dans l'enquête de police. Ce qui est très bien fait, c'est qu'on parle justement de l'enquête de police et des éléments qu'il y a assez troublants dessus. Patrick Blély a fait une étude très exhaustive de ce rapport et des incohérences que l'on peut y trouver. Voilà. On va parler après plus tard de la piste du pilote par rapport à ça. Ce que dit Florence de Changy, et là je suis tout à fait d'accord avec elle, elle dit que c'est inadmissible de monter dans un avion sans que cet avion ne revienne. Je suis tout à fait d'accord. Ça n'est pas normal, même encore aujourd'hui, que l'on ne sache pas pourquoi cet avion a disparu. Et surtout, où est-ce qu'il est. Que ce soit pour les familles des victimes, que ce soit pour les professionnels de l'aéronautique, il n'est pas normal qu'un avion disparaisse sans laisser la moindre trace. Mais il n'est pas surprenant que cet avion ait disparu. On a vraiment affaire à quelqu'un qui a tout coupé dans cet avion pour disparaître et empêcher qu'on le suive. Il faut vraiment bien comprendre cette notion-là, on va en parler un petit peu plus loin parce que le documentaire en parle et relativement bien. Florence de Changy parle également de la piste des 2 AWACS qui aurait été donnée par une source fiable et bien placée à Guillain-Watrelot et que à partir de là, elle a réussi à comprendre que forcément, on verra après par rapport au brouillage, mais qu'il y avait un lien avec tout ça. Et que, ce qu'elle dit également, il y avait des exercices militaires dans la région cette nuit-là. On va rétablir une vérité, ça c'est faux. C'est faux, il n'y avait pas d'exercice militaire ce soir-là et cette nuit-là en Malaisie. Ce que ne dit pas Florence de Changy, c'est que l'exercice militaire dont elle parle, il commençait 2 jours plus tard. Il n'y avait donc aucun AWACS, à ma connaissance, en vol dans ce coin-là, mais surtout, il n'y avait aucun exercice militaire en cours au moment de la disparition de l'avion. Donc ça, c'est vraiment une piste qui a été déformée par Florence de Changy. Alors, ce qu'elle dit aussi, ça n'est pas possible qu'on perde un 777. Mais non, je l'ai dit tout à l'heure, si on coupe tous les systèmes de l'avion, il n'est pas étonnant qu'on soit incapable de suivre cet avion et de savoir où il est à présent. Elle prend en témoin Tim Clark qui a annoncé que pour lui, il n'est pas concevable qu'on perde un 777 et que comme c'est quelqu'un qui est président d'une compagnie qui a la plus grosse flotte de Boeing 777, il sait de quoi il parle. Oui, sauf que ce que Tim Clark ne pense pas à ce moment-là, c'est et si on a affaire à un acte de quelqu'un aux commandes qui sait parfaitement comment tout couper. La question, il faut quand même qu'on se la pose. Voilà. Je reviens sur les AWACS de Florence de Changy, j'ai quand même largement traité ce point-là dans mes vidéos et vous dire à quel point je n'y crois absolument pas. Ça n'a jamais été confirmé. La source, elle ne la précise pas, donc elle dit que c'est quelqu'un qui est très bien placé. Moi j'ai des doutes parce que quand quelqu'un dit que les AWACS ont une capacité de brouillage phénoménale, elle a fait ce lien-là, sauf que j'explique dans mes vidéos que ça n'est pas du tout vrai. Les AWACS américains disposent de radars, on va dire d'un peu d'ancienne génération, ce sont des radars Doppler. Si toutefois les avions radar AWACS étaient équipés de radars à balayage électronique, comme on a aujourd'hui sur des avions comme le Rafale, le F-35, alors là, oui, je peux considérer qu'une capacité de brouillage pourrait être possible. Mais ça n'est pas le cas. Les AWACS américains ne sont pas équipés de ce genre de radar.
Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles ils vont changer leurs AWACS. Ils ont lancé un programme un appel d'offres. Enfin, ils ont déjà lancé leur avion. C'est un Boeing Wedgetail qui est avec un radar à balayage électronique. Donc, cette piste du brouillage, elle ne colle pas. Je réinsiste encore là-dessus. Elle dit qu'elle a compris par rapport à tout ça. Non, elle n'a rien compris. C'est qu'elle n'a absolument pas compris comment fonctionne le brouillage. Et ce qui est pas mal dans ce documentaire, c'est que dans la foulée, le documentaire démonte ce que dit Florence de Changy par rapport à ça, à pas mal de choses. Et ça, c'est pas mal. Même s'il n'y a pas tous les éléments que je viens de vous donner là, ça a bien été démonté quand même par le documentaire. Donc, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai fait sur le livre de Florence de Changy, où je démonte point par point tout ce qu'elle dit là-dessus. Autre controverse que lance Florence de Changy, c'est le doute sur le fret qui était emporté dans cet avion. Il faut bien savoir que quand on lit son livre, on se rend compte que toute sa théorie, elle est basée là-dessus. Sinon, tout s'effondre. Ce qu'elle dit, c'est que ce chargement a été escorté de l'usine Motorola et que c'est du jamais vu. Bien sûr que non, c'est pas du jamais vu. Il est quand même courant que du matériel sensible, qui plus est de télécommunications et des talkie-walkie, soit escorté dans certains pays pour éviter que ça tombe entre les mains de certains groupes terroristes de la région. Donc, ça n'est pas du jamais vu. Ça se fait de manière tout à fait normale, que ce soit une escorte armée. Justement, c'est une escorte armée pour protéger un chargement qui peut être sensible, mais également qui peut être coûteux. Ça, les entreprises, elles investissent dans la sécurité par rapport au transfert de leur chargement, notamment vers l'aéroport. Ça n'est pas une surprise. Certains sont plus ou moins escortés, mais en l'occurrence, ce n'est absolument pas surprenant que ce type de chargement ait été escorté. Ensuite, ce qu'elle dit également, que là aussi, le fait que le fret n'ait pas été scanné à l'arrivée à l'aéroport, ça ne se fait jamais. Non, ça arrive tous les jours. Je vous prends l'exemple des plateaux repas qui arrivent à l'aéroport. Eh bien, ces plateaux repas, ils sont vérifiés avant la sortie d'usine, ils sont emballés, conditionnés et scellés. Et quand ils arrivent à l'aéroport, s'ils sont correctement scellés, ils ne sont pas revérifiés, ils ne sont pas scannés. Et ça, le documentaire le dit avec une phrase dans le rapport en disant bien que le fret Motorola a bien été scanné avant sa sortie d'usine, histoire de démonter la théorie de Florence de Changy. Mais voilà, j'ai déjà suffisamment expliqué là-dessus. Mais je me satisfais de voir que le documentaire, dans la foulée, à partir que Florence de Changy lance une info comme ça, vient quand même recadrer en disant non, voilà ce qui est écrit dans le rapport. Ce fret, il a quand même été, certes il n'a pas été scanné à l'aéroport, mais il a été vérifié avant la sortie d'usine. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Donc il faut remettre les choses dans le contexte et il faut vraiment se renseigner et regarder ce qui est écrit dans les rapports. Parce que Florence de Changy dit que ça, oui, c'est écrit dans les rapports que le fret n'a pas été scanné, mais il a été vérifié. Et ça, c'est écrit. Donc pour moi, sur le fret, il n'y a pas de débat à avoir. Il n'y a rien sur ce fret qui soit surprenant, même si on ne peut pas exclure qu'il y ait certaines marchandises de contrebande qui transitent par la Malaisie. C'est tout à fait possible. Oui, il y a des incohérences dans certains chargements. Mais de là à en tirer une théorie aussi sulfureuse que ce qu'elle dit, non. Autre soi-disant information fiable que lance Florence de Changy, sans donner beaucoup de détails, c'est le témoignage d'une personne qui aurait vu des images à la télé vietnamienne de l'épave de l'avion. Alors je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite il y a déjà quelques mois. C'est un témoignage d'une personne qui s'appelle Christian Courcelles. Cette personne, j'ai pu m'entretenir avec elle et le moins que l'on puisse dire, c'est que les images qu'il dépeint montrent clairement une ressemblance très frappante avec un accident de l'avion de la Lion Air. Et je suis tombé sur une personne qui est archi-complotiste. Qui ne croit absolument rien, qui est persuadée de ce qu'elle a vu, mais on ne s'étale pas beaucoup sur ce document, sur le témoignage que cite Florence de Changy là-dessus. Tout ce qu'on dit, c'est qu'on n'a jamais retrouvé les informations à la télé vietnamienne. Non, on les a peut-être jamais retrouvées parce qu'elles n'ont jamais existé. Ou que les images en question sont certainement des images d'un autre crash. Mais ça,
Ben ça, Florence de Changy n'en démord pas, hein. Elle reste sur cette piste, que cette formation notamment vient confirmer que l'avion pour elle n'a jamais quitté la mer de Chine et n'a jamais fait demi-tour. Ouais, bref. Alors comme le dit à un moment l'ancien directeur commercial de la Malaysian Airlines par rapport à la façon de mener l'enquête, et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit, il ne faut pas être sélectif dans les informations que l'on veut utiliser pour apporter sa théorie. Il faut partir des faits. Et que c'est de cette manière qu'on mène une enquête. Pas en prenant des faits sélectifs pour les faire coller à ce que l'on a envie de faire dire. Et j'aime bien cette phrase parce qu'en fait, pour moi, elle résonne vraiment à une réaction à la théorie de Florence de Changy. Florence de Changy a fait le tri dans les informations qui collaient à sa théorie. Et tout le reste, elle l'a mis de côté. Tout le reste, c'est de la falsification. Tout le reste, ça a été inventé par les autorités. Non. Au bout d'un moment, il faut prendre des faits, il faut les regarder de manière factuelle. Se poser les questions. Est-ce que c'est viable? Est-ce que ça tient la route? Est-ce que du point de vue technique, ça fonctionne? On arrive à trouver des explications. Et ce documentaire nous amène des pistes qui permettent d'expliquer des aspects techniques qui sont assez peu expliqués au grand public. Là où Florence de Changy, les aspects techniques, on s'en fiche. On s'en fiche, ce qui compte, c'est les témoignages. Non, je suis désolé, il faut prendre tout dans la globalité. Et sur tous les témoignages, il faut s'assurer qu'ils soient vérifiés, qu'ils soient confirmés, qu'ils soient corroborés par d'autres éléments. Partant de là, à partir du moment où vous avez un témoignage qui est isolé, qui n'a aucune information qui vient la confirmer à côté, on ne peut pas le prendre en compte complètement. Oui, faut le garder d'un côté, mais on ne peut pas le confirmer comme viable. Et ça, c'est quand même extrêmement important. Et toute la théorie de Florence de Changy, quand je regarde sur des aspects techniques qui ne fonctionnent pas, il y en a plein, et bien en fait, le château de cartes, il s'écroule. Mais il s'écroule pour la personne qui accepte de voir ces choses-là en face. Sur la question de la coupure du transpondeur, ce documentaire montre enfin qu'il y a une action sur le transpondeur volontaire qui est détectable, notamment par la DSB. C'est ce qui est très bien expliqué. Oui, le transpondeur, on a des éléments qui nous permettent de fortement, j'ai bien fortement supposer que le bouton a été tourné pour être mis en position stand-by. C'est l'image que vous avez là. Quand vous le passez de droite à gauche, le bouton qui est en haut à droite, eh bien, vous passez par des étapes intermédiaires avec des informations qui sont incomplètes. Et ces informations incomplètes, on les a détectées dans la DSB, ce qui prouve qu'il y a eu une manipulation du transpondeur. Quelles sont les raisons pour lesquelles, et ça je pense que le documentaire ne s'y attarde pas suffisamment, quelles sont les raisons pour lesquelles un pilote peut couper le transpondeur en vol? Il n'y en a aucune. Si ce n'est une volonté de disparaître des radars et que l'on puisse suivre l'avion. Donc là, on touche quand même à un point qui montre une intentionnalité très forte de la personne aux commandes. Et donc tout naturellement, eh bien, le documentaire se penche sur la piste du pilote, à savoir le commandant de bord Zahari Hamacha. Ce que dit également Jeff Wise, et je suis relativement d'accord avec ce qu'il dit, c'est qu'il dit à un moment que ça montre une sophistication. Alors quand on prend le terme sophistication, moi je l'entends dans le sens, et je pense que c'est dans ce sens-là qu'il le dit, que ça nécessite des connaissances aéronautiques, mais également des connaissances de l'avion. Et c'est exactement à cette conclusion à laquelle moi j'en étais arrivé à l'époque, c'est que il y a tellement de systèmes qui ont été coupés que peu de personnes savent comment couper ces systèmes si ce n'est un pilote. Donc pour moi aussi, la piste, c'est un pilote qui a réalisé ce détournement. C'est une piste qui est partagée également par Patrick Blely. Et le rapport se penche également sur le rapport de police, avec Patrick Blely qui en a fait une excellente étude là-dessus. Et encore, ils ne disent pas tout, parce que dans le rapport, on parle là de l'état psychologique du pilote, ce qui est dit, mais pas seulement. Ce que Patrick Blely a relevé, c'est qu'il y a des incohérences dans ce rapport, c'est qu'il y a un trou de plusieurs années sur la visite médicale du commandant de bord. Et ça n'est pas normal. Dans un dossier d'un pilote, ce n'est pas normal qu'il y ait pendant plusieurs années un pilote qui vole sans qu'il y ait une visite médicale.
Donc la question qui se pose, c'est est-ce que le pilote a réellement eu des visites médicales pendant plusieurs années? On ne sait pas. Donc là, il y a quand même un doute qui persiste. Ce que Florence de Changy dit, elle ne croit absolument pas à la piste du commandant de bord pour la simple et bonne raison qu'elle a interviewé la sœur du commandant de bord. Et que elle a eu la conviction qu'il n'était pas impliqué là-dedans. Je suis désolé, ça n'est pas du tout un témoignage qui est objectif. Si ça avait été moi, comme je le dis déjà dans une autre vidéo, si ça avait été moi qu'on interroge mon frère, mon frère ne pensera absolument pas que j'aurais pu faire un tel acte. Donc ça n'est pas du tout suffisant pour en déduire la non-culpabilité ou la non-implication du commandant de bord. D'autant que moi je considère que la personne qui est aux commandes, je l'ai dit, est quelqu'un qui connaissait très bien l'avion. Et il y a d'autres éléments qui montrent que le pilote n'était pas suffisamment stable. Alors après, ça ne veut pas forcément dire que c'est lui, mais on a des témoignages de la propre fille du commandant de bord. Je dis bien la propre fille du commandant de bord, c'est dommage, le documentaire n'en parle pas. Et qui parle de que ses parents étaient séparés à ce moment-là, qu'ils avaient des problèmes de couple et que son père, elle ne le reconnaissait pas. On a ces éléments-là qui viennent depuis des médias, depuis des journalistes, parce que la fille du commandant de bord a été interviewée par des journalistes. Donc, c'est pas le seul témoignage dans ce sens. On a également des témoignages de commandant de bord de la Malaysian Airlines qui le connaissaient également et qui parlent aussi des problèmes de couple qu'il avait, de problèmes psychologiques qu'il avait. Donc, tous ces éléments-là, je suis désolé, on ne peut pas les balayer comme le fait Florence de Changy. Voilà. Le simulateur, le fait qu'on y voit la preuve que le pilote a volé cette trajectoire un mois avant la disparition, c'est quand même un fait troublant. Je ne retiens pas ça comme une preuve. Je ne vais pas aussi loin que Patrick Blayley là-dessus, mais ça interroge. Voilà. Je vais terminer sur l'intervention d'Agiris Kamoulakos concernant son étude sur l'amérissage possible de l'avion. Moi j'irai un peu plus loin parce que ça aurait été intéressant que le documentaire se penche sur la modélisation qu'il a pu faire également du flaperon, je l'ai dit déjà tout à l'heure. Voilà. C'est vraiment quelqu'un qui a fait un travail remarquable et j'insiste vraiment là-dessus. Peu de personnes ont été aussi loin dans la modélisation des dégâts du flaperon et ces pistes, elles méritent d'être connues. Le documentaire, forcément, vu que c'est dédié à un plus grand public, forcément c'est assez limité les explications qui en sont données. En conclusion, pour moi je trouve que c'est un documentaire, le fait de l'avoir fait en 2 parties, ça permet d'avoir un documentaire qui est relativement complet et qui donne une vision relativement juste de l'enquête, de ce qui s'est dit, à quel moment ça s'est dit, comment les recherches ont été faites, pourquoi. Je trouve que à ce niveau-là, le documentaire est très objectif. Le fait qu'on se penche sur la piste du pilote à la fin, je pense que c'est important qu'il y ait un documentaire qui en parle, parce qu'on ne peut absolument pas exclure cette piste, et c'est vraiment la piste que je privilégie également. Alors je dis pas ça parce que le documentaire me satisfait de pouvoir entendre seulement ça. Oui, ça me satisfait que l'on puisse enfin tenir ce discours librement avec des personnes qui connaissent le sujet, que ce soit des personnes de l'Independent Group, que ce soit un commandant de bord, que ce soit Jean-Luc Marchand également, qui est très calé sur les données satellites. Bref, on a des personnes qui connaissent enfin le sujet. Alors de mon côté, je n'ai pas été convié en fait à ce documentaire, mais j'étais en contact régulier avec Patrick Blayley par rapport à ça. On a une vision qui est très similaire de cette affaire, donc je savais que les éléments sur lesquels j'aurais voulu qu'un journaliste insiste, il les faisait de toute façon passer aux journalistes parce que on partage ce même point de vue et cette volonté de parler de cette piste-là et qu'elle soit entendue. Et au moins, quelque part de ce côté-là, ça a été réussi. Côté Florence de Changy, j'ai dit tout ce que j'en pensais. Ça ne m'a pas surpris, elle est toujours dans sa ligne directrice. Mais il y a énormément d'incohérences et je me félicite que le documentaire tempère certaines informations qu'elle peut donner. Ça, c'est quand même une bonne chose.
même s'il y a beaucoup de choses que moi je tempère encore plus, et pour ça je vous renvoie vers mes vidéos là-dessus. Je vous remercie, n'hésitez pas à liker cette petite vidéo, petite qui dure pratiquement 1 heure quand même, pour dire si vous l'avez apprécié. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Je publierai d'autres vidéos sur notamment les conférences de presse des autorités malaisiennes dans les prochains jours. À bientôt.